Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Dans l'histoire que voici, il est question d'un jeune homme qui, en 1931, à Tarbes, étrangle, viole et tue une petite fille de 10 ans qui s'appelait Assomption Osorno. C'est une histoire que je tire du livre de Jean-François Fourcade dit Coudache, Monstres et coquines en Bigorre, aux éditions Pyrénéennes. C'est lui qui débriefera cette histoire interview, disponible dans un deuxième podcast. J'ai écrit ce récit avec Nicolas Loupien, réalisation Mathieu Frette. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous sommes à Tarbes, un soir d'octobre 1931, dans la cuisine d'une petite maison du quartier de Gestas. C'est là qu'habite la famille Osorno, d'origine espagnole. Lui est ouvrier, elle mère au foyer. Ils ont 3 enfants. Il est 5h30, la nuit ne va pas tarder à tomber. Assomption, venga por favor. S'il te plaît, ma petite fille, est-ce que tu peux aller m'acheter une boule de beurre à l'épicerie? Oui, maman. Bien sûr que je peux. Alors vas-y tout de suite et traîne pas en route avec la nuit qui arrive. Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose, hein? Mais qu'est-ce qu'elle veut qu'il lui arrive? L'épicerie où elle envoie sa fille de 10 ans, Assomption, est à 500 mètres. 546 exactement. C'est tout près. Mais il est vrai qu'elle doit passer par ce chemin qui sépare l'ancien et le nouveau cimetière. Et qu'à cette heure-là, il n'y a pas grand monde qui passe par là. À 7h15, Assomption n'est toujours pas rentrée chez elle. Alors la mère court à l'épicerie et l'épicière confirme que la petite est bien venue lui acheter du beurre. À quelle heure est-ce qu'elle est partie? Vous vous souvenez? Attendez, vers 6h05, je dirais. 6h05. Et 1h10 plus tard, elle n'est toujours pas rentrée chez elle, à 500 mètres. C'est très inquiétant. Et donc les parents décident de mobiliser les voisins. Tout le monde se connaît dans le quartier. Et les Osorno sont plutôt appréciés. Alors tous les gens du quartier se mettent à la recherche d'Assomption. Ça dure jusqu'à 1h avancée de la nuit. Sans succès. Le lendemain matin, vers 7h, 2 ouvriers s'en vont travailler dans le nouveau cimetière. Ils ouvrent la grille. Ils s'avancent dans le cimetière. Et dans le carré numéro 8, entre 2 tombes, ils découvrent le cadavre d'une petite fille qui a l'air d'avoir dans les 10 ans. Couchée sur le dos, le visage couvert d'ecchymoses et de sang. Et regarde, on dirait bien qu'elle a été étranglée, la pauvre petite. Et il n'y a pas que ça. On l'a violée aussi, probablement. Sa jupe est relevée jusqu'à mi-corps et, au milieu de ses cuisses écartées, on voit son vagin, béant, d'où s'échappe un liquide, sans doute du sang. Et sous le corps, les ouvriers découvrent une boule de peur. Un ouvrier court prévenir la police, et la nouvelle se répand dans toute la ville. Et les gens arrivent de partout, pour voir ce petit cadavre dont tout le monde parle, pour voir la petite Assomption morte. Parce que c'est elle, bien entendu. Vers 10h, arrive sur place le juge d'instruction, M. Trouette, le procureur Darroze et le docteur Cazade, médecin légiste. Amenez-moi donc le cadavre à la morgue de l'hôpital, que le docteur puisse l'examiner. Et à la sortie du cimetière, se déroule une scène déchirante. La mère de la petite et sa tante viennent d'arriver. Je veux voir les corps. Je veux voir les corps de ma petite fille. Je vous en supplie. Mais le corps, madame, est trop abîmé pour qu'on vous le montre. Vous ne supporteriez pas. Alors 2 policiers la ramènent chez elle. Et les gens du quartier se lancent tout de suite dans une collecte pour payer les obsèques. Car les parents sont pauvres. Ils n'en ont pas les moyens.
L'après-midi même, le commissaire Raphaël se lance dans une enquête de voisinage. Il interroge notamment le concierge du cimetière. Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, où que la petite elle a disparu, là, il avait demandé à un jeune qui s'appelle Raoul Abbas, et qui travaille au cimetière, de fermer les grilles quand il aurait fini son travail, et de me les porter au café du Geste. Et vous savez à quelle heure il est arrivé avec les clés, le bougre? 7h moins le quart. Je lui ai fait remarquer que c'était bien tard. Et j'ai trouvé qu'il était pâle et qu'il tremblait beaucoup. C'est intéressant, parce que la chose est confirmée par tous ceux qui ont participé aux recherches hier soir. Il raconte que les portes du cimetière étaient grandes ouvertes. Ils ont trouvé que ça n'était pas normal. Les Abbas habitent le même quartier de Tarbes, au 8 rue Michelet. Le père est mort, la mère élève seule ses 4 enfants, dont Raoul. Et la famille n'a pas trop bonne réputation. Oh, la mère! La mère, c'est une avorteuse. Hein. Ah, tout le monde sait ça. Hein. Doublé d'une maquerelle. Je sais qu'il y a des prostituées chez elle. Et pas que, hein. Il y a aussi des gens qui sortent de prison, hein. Et à votre connaissance, mon brave, est-ce que les Abbas fréquentent la famille de la petite Assomption au Sorneau? Eh bien oui, les enfants au Sorneau, la petite Assomption tout pareil, hein. Ils ont l'habitude de les frapper chez la mère Abbas et elle leur donne des caramels et des sucres d'orge. Et savez-vous si le fils Abbas, Raoul, a participé aux recherches quand la petite Assomption a disparu hier soir? Et c'est pas faute d'être allé le chercher, hein. Il n'a pas voulu se déranger. Tout ça en fait un sacré suspect. Le lendemain du crime, Raoul Abbas est placé en garde à vue. Alors, tu la connaissais, la petite Assomption, Raoul? Et il députe bien sûr que je la connaissais. Mais à peine, hein. Avant qu'elle meure, je ne savais même pas son prénom. Et pourquoi donc tu l'as tuée? Mais je ne l'ai pas tuée. Vous m'accusez sans preuve. Comment tu sais que j'ai pas de preuves? Par exemple, pourquoi t'es pas allé travailler hier matin, lendemain du crime? Et de toute façon, je vous dirai rien de plus tant que j'ai pas un avocat. Le soir même, un policier spécialiste des affaires criminelles compliquées arrive à Tarbes. L'inspecteur principal, Pradel. Bien. Peut-être pourrions-nous mener des investigations chez ce Raoul Abbas. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les policiers débarquent chez la mère Abbas. Dites-moi, madame, pourrions-nous voir les vêtements que votre fils Raoul portait le soir du crime? Vendredi soir? Ah, mais je les ai lavés. Déjà? Le lendemain? Et c'est que je tiens qu'à mon garçon soit propre, hein. Montrez-les-nous quand même. Même lavé, il reste des taches de sang sur les vêtements de Raoul. Nombreuses. Alors, ni une ni deux, le juge l'inculpe du double crime de viol et d'assassinat. Et il ordonne son placement en détention provisoire. Entre-temps, le docteur Cazade a rendu son rapport d'autopsie. Ses conclusions sont monstrueuses. Eh bien, l'enfant a d'abord été étranglé, et ensuite, et seulement ensuite, elle a été violée. Autrement dit, elle a été violée post-mortem. Dans les jours qui suivent, l'inspecteur Pradel recueille un témoignage capital, celui d'une fillette de 13 ans. L'après-midi qui précède le crime, elle était avec Assomption. Et alors, dans la rue, on a rencontré Raoul. Et Assomption, elle est allée lui faire la bise. Moi, je lui ai dit, « Tu embrasses cet homme ?» Elle m'a répondu qu'il était bien gentil. Et que quand elle allait chez lui, ben, il lui donnait des sous et des pastilles aussi. Très bien, ma petite. C'est tout.
Non. Juste au moment où on est partis, toutes les deux. Raoul, il l'a rappelé et il lui a parlé à l'oreille. Et il était quelle heure, ma petite? Je dirais 5 heures. C'est-à-dire juste avant que Madame Osorno n'envoie sa fille à l'épicerie. D'autres témoignages viennent encore charger la barque. Les clients qui ce soir-là prenaient l'apéritif au café du Gess et qui ont vu Raoul Abbas arriver pour rendre les clés au concierge du cimetière. Il était tout pâle et très nerveux. Et il était tout débraillé. Vous vous souvenez quelle heure il était? 6h30? 7h moins 20. 7h moins 20, je dirais. À titre de précaution, l'inspecteur Pradel fait aussi interroger tous les maniaques du canton, les reluqueurs de Petioté, les frétillants du caleçon. Mais après interrogatoire et vérification de leur emploi du temps, ils sont tous relâchés. Le lundi qui suit le crime, la mère de la petite Assomption se choisit un avocat, maître Duplan, qui va immédiatement voir le juge. « Je viens, monsieur le juge, me constituer partie civile au profit de la famille Osorno. Nous souhaiterions, mes clients et moi, que vous procédiez à une reconstitution du crime, sur place, dans le cimetière. »« Dans le cimetière ? Mais enfin, vous n'y songez pas. Les gens de Tarbes vont tous venir, ils vont vouloir le lâcher. Il n'en est pas question. Alors, monsieur le juge, peut-être pourrions-nous faire cette reconstitution ailleurs qu'au cimetière. Et pourquoi pas à la maison d'arrêt où Abbas est incarcéré? Ce sera sans risque. Si c'est à la maison d'arrêt, alors oui, je vous accorde une reconstitution. Et là, accrochez-vous, hein, parce que la scène est rude, très rude. Aujourd'hui, on prendrait un mannequin pour représenter la petite fille. Eh bien là, on fait venir son cadavre. Oui, monsieur, le cadavre de la petite Assomption. Il arrive dans un fourgon mortuaire. Allez-y, mettez le corps très exactement dans la position dans laquelle il a été retrouvé. Voilà, couché sur le dos, relevez bien la robe, écartez les cuisses. Très bien. C'est une horreur. D'autant que le légiste est passé par là, et que la fillette est morte depuis 3 jours. Monsieur Abbas, je vous prie, approchez-vous. Connaissez-vous la fillette qui est là? Mais oui, je la connais. Connaissez-vous ses noms et prénoms? Et non, je les ignore. Je vois que vous tournez des yeux, monsieur Abbas. Regardez donc le cadavre. Regardez bien. Vous persistez à dire que ce n'est pas vous qui l'avez violé et étranglé. Eh oui. Oui, je le persiste. Je ne l'ai pas étranglé. Et je ne l'ai pas non plus violé. La reconstitution est terminée. Elle n'aura pas apporté grand-chose. Le corps de la pauvre petite est placé dans le fourgon funéraire. Il est temps de le rendre à la famille. Au moment où le juge quitte la prison, il trouve quelques dizaines de mégères sur le trottoir qui l'attendent. « Monsieur le juge, laissez-le donc venir par ici, celui-là. Nous allons vous le régler, nous. » Les obsèques de la petite Assomption Osorno ont lieu l'après-midi même. Tous les Espagnols de la région ou presque sont là, et la plupart des habitants du quartier, quelques personnalités locales aussi. On l'apprend le lendemain dans le journal, ce sont les pompes funèbres générales qui, à titre exceptionnel, ont pris en charge les frais des obsèques. Quelques jours plus tard, l'inspecteur Pradel va rendre les conclusions de son enquête au juge. Pour lui, il n'y a aucun doute. C'est bien Raoul Abbas qui a tué et violé la petite fille. D'abord, monsieur le juge, il la connaissait. Et il avait sa confiance. Ensuite,
Un témoin l'a vu entrer dans le cimetière vers 6h15, accompagné d'une fillette. Il a refusé de participer aux recherches. Et le lendemain matin, il a fait laver deux fois, ses chemises à sa mère. Il ne s'est pas non plus présenté à son travail. Et enfin, nous venons de l'apprendre, il était sur le point de s'engager dans la Légion étrangère. Je crois qu'il n'y a pas de doute, monsieur le juge. C'est lui qui l'a tué. Sans aucun doute. Avant de boucler son dossier, le juge Trouette confronte Raoul Abbas à plusieurs témoins. Il l'interroge plusieurs fois, mais il n'obtient aucun aveu. Et donc, il signe son ordonnance de renvoi. Raoul Abbas sera jugé devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées sous la double accusation de viol et d'homicide volontaire. Quelques jours avant le procès, le capitaine de gendarmerie Deyris vient voir le procureur de la République. « Monsieur le procureur, j'ai recueilli des informations que je qualifierais de sûres, selon lesquelles le père de la petite, qui est espagnol, et comme vous le savez, les Espagnols ont le sang chaud, s'est acheté des armes, un pistolet et des couteaux. Ce qui veut dire, monsieur le procureur, qu'il va chercher à s'approcher d'Abbas et de le tuer pour se venger. Et selon mes informations, il serait accompagné d'autres Espagnols qui seraient armés, eux aussi. Voilà, monsieur le procureur, ce que je tenais à vous faire savoir. C'est vous dire la tension qui règne à Tarbes autour de cette affaire. Le jour du procès, le 21 juin 1932, le procureur met en place un service d'ordre. Il mobilise des militaires, en l'occurrence des tirailleurs sénégalais. Il faut dire que dans la rue du Maréchal Foch, en face de la porte d'entrée principale du tribunal, il y a un monde fou. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Raoul Abbas se dirige vers son box. Il n'a pas de menottes, mais il est encadré par 2 gendarmes, 2 armoires à glace, avec de belles moustaches. Il n'a pas l'air d'avoir du tout conscience de la gravité de la situation. Il a l'air totalement indifférent. Monsieur le greffier, veuillez, je vous prie, procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Le président rappelle ensuite le parcours de Raoul Abbas. Sa naissance, sa scolarité chaotique, ses condamnations à de la prison ferme pour vol, son engagement dans l'armée au 9e régiment des Zouaves à Alger et ses nombreuses condamnations pour ivresse, absences illégales et outrage envers ses supérieurs. Bien. Monsieur Abbas, levez-vous, je vous prie. Je vous invite à vous expliquer sur les crimes qui vous sont reprochés. Je vous écoute. Raoul Abbas pose ses 2 mains sur la rambarde de son box. Et il parle, beaucoup, longtemps. Il donne l'impression en vérité d'avoir bien appris sa leçon. D'abord, l'après-midi du 8 octobre, je suis allé au café du Gess, où j'allais souvent. Et après au cimetière, pour travailler. J'ai fini le travail qu'on m'avait demandé de faire vers 3h30, 4h moins le quart. Et là, je suis retourné au café. Et puis vers 5h30, je suis retourné au cimetière avec plusieurs autres journaliers comme moi. Vers 5h, j'ai entendu sonner la sirène de l'Arsenal. C'est là que mon camarade Duval, qui est fossoyeur, m'a remis les clés pour que j'aille fermer le portail du cimetière. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, je suis retourné au café du Gess. Je me souviens que quand je suis arrivé, j'ai demandé le journal républicain à un ami. Et je l'ai lu. Et après, je suis rentré chez moi. J'avais déjeuné très tôt le matin. J'avais faim, vous comprenez? Et vous n'avez pas croisé
la petite Assomption Osorno. Et non, je ne l'ai pas croisée du tout. Et si je vous dis qu'une fillette que nous entendrons plus tard à la barre vous a vu cet après-midi-là, près du cimetière, embrasser la petite Assomption. Ah, c'est faux. Je ne l'ai pas vue du tout. Il y a aussi des gens, Abbas, qui vous ont vu aux abords du cimetière vers 6h, 6h15, et qui disent que vous aviez l'air d'attendre quelqu'un. À point du tout. À cette heure-là, je fermais les grilles du cimetière. Vous êtes sûr? Un témoin dit qu'il a vu un homme entrer dans le cimetière à 6h15. Ah, c'était pas moi, hein. C'est impossible. D'ailleurs, à cette heure-là, le cimetière était fermé. Et j'avais les clés sur moi. Je m'en suis jamais séparé. Le président a bien compris qu'il n'en tirera rien de plus. « 30 témoins et experts se succèdent à la barre. Le moment le plus fort est la déposition de Madame Osorno, la maman d'Assomption. Elle s'approche vers la barre à pas lents, pâle, totalement défaite. Assis dans son box, Abbas n'a pas un regard pour elle. Mais elle le regarde. Un regard dur, sévère. Il connaissait très bien mes enfants. Et le prénom. D'ailleurs, il leur donnait souvent des bonbons. Moi, je n'y voyais pas de mal. Alors, quand il a dit qu'il ne savait pas que ma petite s'appelait Assomption, il ment. Le président fait aussi venir à la barre Yvette, cette gamine de 13 ans, amie d'Assomption, qui l'a vue embrasser Raoul Abbas l'après-midi du crime. Elle redit ce qu'elle a déjà dit pendant l'enquête. Le président se tourne alors vers l'accusé. Le témoin dit-il la vérité, monsieur Abbas? Elle ment. Elle ment, ce jour-là, je ne l'ai pas vue. Et la petite Osorno non plus. Et là, la petite Yvette se tourne vers lui. C'est lui qui ment. Moi, je dis la vérité. Et ensuite, le président fait venir à la barre tout un tas de fillettes qui viennent les unes après les autres confirmer que Raoul Abbas a un penchant pour les petites filles. La petite Rose, par exemple, âgée de 9 ans. Un jour, on jouait au bord de la Dour avec 3 copains, dont 2 garçons. Et Raoul, il a demandé si quelqu'un pouvait aller lui faire une commission. Tout le monde a dit « moi ». Mais il ne voulait pas les garçons, hein. Il voulait qu'une petite fille. La petite Paulette aussi vient témoigner, 11 ans. C'était 2 jours avant qu'Assomption elle a été tuée. Raoul, il m'a demandé de le suivre jusqu'au cimetière. Heureusement que j'ai refusé. Au bout de 2 jours d'audience, le dernier témoin à déposer est le docteur Mahon, aliéniste, on dirait psychiatre aujourd'hui. Il a procédé à l'examen mental de Raoul Abbas. Il vient dire qu'il est entièrement responsable de ses actes. Le 3e jour est celui des plaidoiries. Le président donne d'abord la parole à maître Duplan, avocat de la partie civile. Ce n'est pas, messieurs les jurés, un homme que je vous demande de condamner. C'est une bête immonde que je vous demande d'abattre. Puis vient le réquisitoire du procureur. Messieurs les jurés, le bruit du couperet qui s'abattra au matin clair sur une place de la ville, sur la tête de Raoul Abbas, n'éveillera en vous ni regret, ni remords. Il libérera toute une population d'un poids qui l'étreint et lui apportera l'apaisement qu'elle réclame. J'ai une absolue confiance en votre fermeté. À 15h45, commence la plaidoirie de maître Dor, avocat de Raoul Abbas. Son client a nié depuis le début. Il n'a donc pas d'autre choix que de plaider l'acquittement, pur et simple. On vous demandait tout à l'heure la peine capitale.
Je ne proteste pas. C'est bien entre cette peine et l'acquittement qu'il faut choisir. Vous ne devez répondre par l'affirmative aux questions qui vous seront posées qu'à la condition que vous soyez totalement convaincu de la culpabilité de mon client. Si vous avez le moindre doute, vous devrez répondre non. C'est la réponse que je vous demande. Raoul Abbas, levez-vous, je vous prie. Avez-vous quelque chose à ajouter? Et j'ai simplement à dire que je suis innocent. C'est tout. Je m'en rapporte au jury pour le reste. Il est 4h30 lorsque les 12 jurés se retirent. Après 40 minutes de délibération, les voilà de retour dans la salle de la cour d'assises. Le premier juré se lève. Les 12 jurés, à la majorité des voix, ont répondu oui aux 4 questions posées. Et ils ont répondu non à la question « Lui accordez-vous des circonstances atténuantes ?» Donc il est coupable, et pleinement coupable. Et maintenant, c'est au président et à ses assesseurs de prononcer la peine. Au regard des dispositions des articles 304, alinéas 1, 12 et 26 du Code pénal, qui stipulent, alinéa 1, que le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, en l'espèce le viol, et que, alinéa 12, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et enfin, alinéa 26, que l'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation. La cour d'assises condamne Raoul Abbas à la peine de mort. Abbas accuse le coup. Il est plus blême que d'habitude. Mais il ne bronche pas. Dehors, on entend plus d'1 millier d'habitants de Tarbes qui applaudissent. Raoul Abbas est raccompagné à la prison de Tarbes. Les gardiens lui appliquent aussitôt le régime des condamnés à mort, pieds et poings liés dans une cellule spéciale et sous la surveillance permanente d'un garde. Et après, ma foi, il se passe ce à quoi on s'attendait. Le président de la République, Albert Lebrun, est un opposant farouche à la peine de mort. Alors, sans surprise, il commue sa peine en travaux forcés à perpétuité. Raoul Abbas est mort en prison. Je vous ai raconté une affaire criminelle de 1931 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Le meurtre et le viol d'une petite fille de 10 ans, Assomptiono Sorno, tuée par un voisin qui s'appelait Raoul Abbas et violée. Histoire que je tire du livre de Jean-François Fourcade dit Coudage, aux éditions pyrénéennes, Monstres et coquines en Bigorre. Et je signale, Jean-François Fourcade, que vous avez été avocat pendant de longues années à Tarbes et même bâtonnier. Où l'avez-vous trouvé, cette histoire? Alors, cette histoire, je l'ai trouvée, comme cela est facile, aux archives départementales des Hautes-Pyrénées. Les affaires criminelles jugées par la cour d'assises de Tarbes sont répertoriées et j'ai choisi cette histoire par son côté abominable, et également par certaines particularités, parce que c'est un procès qui a duré moins d'1 an. La procédure a duré moins d'1 an. Oui, c'était comme ça à l'époque, hein. Ah, mais ça allait très vite, Et pourtant, rien n'était mis que de côté. Il y a eu les expertises médicales, l'expertise psychiatrique, il y a eu les confrontations, les interrogatoires, les autopsies, tout a été fait. Mais à l'époque, un juge qui avait un dossier en charge, il traitait que ce dossier et ça ne traînait pas. Alors, cette affaire avait ému la population tarbaise et beaucoup de Tarbais craignaient que Abbas soit lynché. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'il se déplaçait
pour aller chez le juge d'instruction ou pour aller dans d'autres endroits, les policiers s'arrangeaient pour prendre des chemins détournés, pour prendre une voiture banalisée pour le transporter, parce qu'il en allait de la vie de Abbas. Et tout ça, vous le savez par la presse de l'époque, je suppose, la Dépêche, c'est ça? Alors, effectivement, c'était le Républicain à l'époque, et effectivement, les journaux locaux ont couvert l'événement, et c'était même un argument de la défense, parce que l'un des journalistes du journal Les Républicains avait fait un papier, mais alors un papier, c'était un véritable préréquisitoire, et traitant Abbas bien sûr de coupable, mais à l'époque il avait le droit de dire qu'il était coupable, présomption d'innocence malgré tout. Et il y avait eu un papier et l'avocat de la défense s'était emparé pour dire que la justice est rendue maintenant dans les journaux et c'est intolérable déjà. Et ça se plaide encore aujourd'hui, ça. Encore aujourd'hui, c'est exact, mais un petit peu moins. Et chose qui avait marqué les gens, le public qui avait assisté au procès, c'est que l'avocat de la partie civile, Maître Duplan, s'était comporté non pas comme un avocat de partie civile, car vous savez que la partie civile n'a pas le droit de réclamer une peine. La partie civile, elle est là pour dire que le crime est bien constitué et la partie civile demande réparation du préjudice. Mais là, Maître Duplan a carrément plaidé en disant qu'il fallait abattre Abbas et qu'il n'avait, alors que c'est pas le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat, c'est pas le rôle de demander que quelqu'un soit condamné à mort. Donc ça avait marqué beaucoup les esprits. 1931, Koudache, il peut y avoir une petite mémoire de cette histoire. Il y a encore des gens pas qui sont nés dans ces années-là, mais il y a des enfants dont les parents sont nés dans ces années-là, qui habitent encore à Tarbes, je suppose. Oui, mais c'est pas une affaire qui a laissé de grandes traces, parce que ces personnes-là ont quitté Tarbes et donc on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais non, ça n'a pas laissé de traces dans les esprits. Et aujourd'hui encore, les gens découvrent cette histoire par mon bouquin. Donc ça n'a pas laissé. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les gens qui ont lu le livre et qui connaissent l'histoire ont été étonnés de constater que il n'y avait dans ce dossier aucune preuve. Il faut le reconnaître, aucune preuve. Personne, il n'y avait aucun témoin du meurtre, aucun témoin du viol. Il n'y avait que des gens qui disaient qu'ils avaient vu Abbas près du cimetière avec une petite fille. C'est tout. Et c'était que... voilà. Ça se joue sur l'intime conviction, quoi. En même temps, c'est l'idée de la cour d'assises. Il n'y avait aucune preuve matérielle. C'est pour ça que les enquêteurs et le président des assises voulaient obtenir des aveux, parce que des aveux plus des présomptions, on pouvait obtenir une condamnation. Mais alors, ce qui est à retenir, c'est que malgré ce doute, eh bien, les jurés, on aurait pu penser qu'ils auraient mis 2 heures, 3 heures ou 4 heures pour délibérer. Mais là, c'est à la vitesse de l'éclair. En une demi-heure, les jurys populaires, parce que vous savez qu'on est en 1931-32, donc à une époque où les magistrats professionnels ne participent pas aux délibérés. Donc c'était uniquement des jurés populaires qui ont pris la décision. Et la grosse déception dans la population tarbaise, c'est que le président Albert Lebrun, qui était, comme vous l'avez rappelé justement, un abolitionniste, un abolitionniste, voilà, total, a prononcé bien sûr a commué la peine en réclusion à perpétuité. Alors c'était un crime abominable, mais c'était toutes les personnes qui ont été condamnées à mort sous le règne, si je puis dire, ou sous la présidence de M. Albert Lebrun, tous n'ont pas été condamnés à mort. Et pas que lui d'ailleurs, globalement, sous la Troisième République, on condamne à mort et les présidents sont abolitionnistes. Globalement. Il y a des exceptions. Oui, tout à fait. Et souvent, lorsque une cour d'assises condamnait quelqu'un à mort et qu'il faisait en pourvoi en cassation, eh bien la cour de cassation s'arrangeait toujours pour trouver un vice, casser l'arrêt, renvoyer devant une autre cour d'assises qui systématiquement prononçait une peine de réclusion à perpétuité à la place de la peine de mort.
Donc depuis déjà très longtemps, la peine de mort était mal ressentie, même si elle n'a été abolie qu'en 1981. Il faut s'en souvenir. Hein. J'ai été stupéfait, et vous aussi, je pense, par la scène de la reconstitution. C'est-à-dire que, au lieu de mettre un mannequin, on met le vrai cadavre de la petite fille de 10 ans en place. Oui, mais ça, c'était voulu. Parce que, comme je vous l'ai dit, Abbas n'a rien avoué. Mais le juge a pensé que peut-être la vision de l'enfant allait déclencher quelque chose. C'est dans le seul but. C'est dans le seul but, en disant, il peut pas rester insensible, cet homme-là, à tout. Peut-être que de mettre en présence de cette petite fille, c'est quand même un humain, c'est pas une bête. Peut-être que cela va l'entraîner à craquer. Et sous le feu des questions du président et à la vue de ce petit corps sanguinolent, tout le monde pensait qu'il allait craquer. Et finalement, il n'en a rien été. Et jusqu'au bout, il a contesté sa responsabilité. Jusqu'au bout. Alors la vérité, bon, elle est assez simple à énoncer, c'est que Raoul Abbas était pédophile. Mais on formulait pas les choses comme ça à l'époque. À l'époque, non, on disait pas qu'il était pédophile, on disait qu'il n'a jamais eu de conquête féminine, voilà. Mais qu'il aimait bien être entouré par des petites filles. Donc le mot pédophilie n'existait pas à cette époque-là. Le mot existait, mais on ne le prononçait pas. On disait, d'ailleurs, le rapport de proximité le révèle, il n'avait pas d'amis femmes connues, il n'avait pas de relations connues, il n'avait d'activité sexuelle qu'avec les petites filles. Quand je dis activité sexuelle, je dis honteuse. Fantasmée, oui. J'ai noté 3 jours de procès. Je raconte beaucoup d'histoires de cette époque. Je n'ai jamais vu un procès aussi long à cette époque-là. Eh bien, le problème, c'est toujours pareil. Lorsqu'il n'y a pas d'aveu et qu'il n'y a pas de preuve formelle, il faut reprendre l'instruction depuis le début. Si le Abbas avait reconnu les faits ou s'il y avait eu des témoins directs, c'était facile. Tandis que là, pas de témoins directs, pas d'aveu. Donc il a fallu que le président des assises reprenne l'instruction, l'enquête préliminaire, l'information judiciaire, qui reprennent tout depuis le début. Que tous les témoins entendus au cours de l'information judiciaire ont été réentendus par le président des assises. Donc tout cela a pris du temps. Et en plus, le président a dû interrompre les audiences à de nombreuses reprises en raison des problèmes de foule qui criaient dans la salle « salaud, à mort », etc. Donc le président a dû suspendre plusieurs fois l'audience, ce qui fait que le procès a duré 3 jours. Ouais, c'est assez exceptionnel. En vous lisant, puisque j'ai écrit cette histoire directement sur votre livre, je sentais une forme de gourmandise de votre part à exhumer l'histoire, mais aussi à exhumer les noms des professionnels de justice de l'époque, le docteur Cazade, l'inspecteur Pradel, le juge Trouette, le procureur Darroze. Il y a une jubilation, on sent chez vous. Oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est pas le seul livre que j'ai écrit, j'en ai écrit d'autres, j'ai écrit aussi des romans policiers, mais tout ça est local. Donc, les lieux et les noms, je les choisis dans ma région. Et parce que le procureur Darroze, il pensait pas en 1931 qu'un jour, en 2023, on allait redire son nom quelque part. Ah, mais ça, je le fais systématiquement. Je cite toujours le nom des magistrats. C'est des audiences publiques, donc j'ai le droit de dire tout ce qu'il y a dans le dossier, mais j'aime bien citer le nom des personnes. Et d'ailleurs, les personnes qui achètent mes livres, ce sont sous la plupart des gens des Hautes-Pyrénées, ils sont contents de retrouver tel ou tel nom qui leur rappelle quelqu'un, et puis qui leur rappelle des histoires. Le procureur s'appelait Dupouille, c'était un nom d'ici. Le juge, il y avait le procureur d'Estouette, il y avait le juge Trouette, tout ça, ce sont des noms du Sud-Ouest. Absolument. Et tant qu'à faire, puisque ce sont des affaires vraies, autant conserver
les patronymes. Oui, les noms d'époque. Voilà. Non, mais on sent de la gourmandise, de la jubilation chez vous à ce niveau-là. Oui, j'aime bien. De la même façon que j'adore dans ces histoires bien expliquer la procédure, bien expliquer le cheminement entre la découverte des faits, entre l'interpellation de l'inculpé, comme on disait à l'époque. J'aime bien expliquer à travers le bouquin les cheminements, la garde à vue, la présentation au procureur, la mise en examen, l'internement provisoire, voilà, la détention provisoire. J'aime bien expliquer que ce soit... Oui, bah ça c'est l'avocat là qui fait ça. Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller au 8 rue Michelet ? Est-ce que la maison existe toujours dans laquelle vivait Raoul Abbas ? Non, parce que la situation, le coin a changé complètement. Avant, il y avait 2 cimetières. Maintenant, ils ont été réunis en un seul. Et le coin a changé. Et je ne suis pas retourné rue Michelet. Non. Je ne suis pas allé voir les lieux. En revanche, je suis allé voir le caveau que j'ai retrouvé. Un caveau magnifique qui a été financé par la famille et les amis de la famille Osorno. Et les pompes funèbres en général. Et les pompes funèbres, et d'ailleurs, la presse locale, ce qui est très, très amusant, la presse locale a félicité le directeur des pompes funèbres de Tarbes de ce qu'il avait fait, parce que si la presse n'en avait pas parlé, personne ne l'aurait su. Non, il y a eu un moment de solidarité, et même il y a une photo dans le journal de l'époque de l'enterrement où on voit que les petites filles de l'âge de Assomption sont toutes venues avec leur tenue de communiante, tout en blanc. C'était poignant. C'était poignant. Alors, pour le plaisir du débat, je reprends le titre de votre livre, « Monstres et coquines en Bigorre ». Je m'étonne qu'un avocat emploie l'expression de monstre. Moi, j'ai tendance à penser que les appeler monstres, c'est les faire sortir de l'humanité. Et que d'une certaine manière, c'est assez commode. Oui, mais enfin, lorsque j'ai choisi ce titre, j'ai surtout pensé à l'affaire Abbas. Je traite d'autres crimes, mais là, dans cette affaire Abbas, je ne vois pas comment on peut appeler cet homme autrement qu'un monstre. C'est en pensant à lui. Parce qu'un monstre capable de faire ce qu'a fait cet homme-là, c'est vraiment, pour le cas de le dire, monstrueux. Mais non, j'ai pas peur des mots. Bon, disons, le terme coquine a plutôt été choisi. Ah, coquine, oui, d'accord, je vois. Dans un sens, si vous voulez, un peu racoleur, si vous voulez. Le terme monstre et coquine. Mais monstre, pour Abbas, ça me paraît pas trop exagéré. Merci beaucoup, Jean-François Fourcade. Le titre du livre est donc Monstre et coquine en Bigorre aux éditions Pyrénéennes.